Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, on va parler d'un master international. J'ai la chance de recevoir Yanis Panossis. Bonjour Yanis, vous êtes docteur en droit et doyen de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille et également donc directeur du master international et européen spécialité droits de l'homme, sécurité et développement. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un super master, pour dire toute la vérité. Donc, il s'agit d'une spécialisation en droit international européen. On a construit ce master sur 2 ans, donc 4 semestres, avec des connaissances générales sur le droit international et les différentes branches du droit international dans Master 1. Et on débouche sur la partie Master 2 sur une spécialisation en droit de l'homme. Alors, nous avons souhaité... Donc Master 1 un peu généraliste et derrière spécialité en Master 2. C'est ça. Okay. Alors, sur le Master 2, on a voulu travailler les droits de l'homme d'une manière complètement différente de ce qui se fait déjà ailleurs quand on regarde l'offre de formation au niveau national et même international. De manière générale, les différents masters en droits de l'homme qui sont proposés proposent aux différents étudiants une formation plutôt théorique et plutôt systémique. Donc on découvre ce qui se passe au niveau des Nations Unies, au niveau interaméricain, au niveau européen, etc. Nous, on s'est dit, si on veut vraiment professionnaliser, aller beaucoup plus loin avec les étudiants, ce serait très intéressant de travailler dans une logique matérielle. Donc on rentre dans des champs du droit international des droits de l'homme pour essayer de les approfondir. Donc, par exemple, sur la partie générale, on va parler des discriminations, de la question de vulnérabilité. Ensuite, et c'est là qu'on retrouve... Donc des grands sujets. Des grands sujets, des thématiques transversales qui, en réalité, inondent la totalité de ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme. Et après, on a voulu travailler par secteur d'activité, des secteurs, en tout cas des domaines dans lesquels il y a un véritable enjeu en matière de droits de l'homme, mais qui sont particulièrement actuels. D'où les thématiques de développement et de sécurité. Donc l'idée, c'est comment parler de droits de l'homme au niveau juridique dans le cadre des grands enjeux de développement des pays émergents, par exemple, ou des pays en voie de développement. Comment parler de droits de l'homme dans le cadre de tout ce que l'on connaît aujourd'hui en termes d'insécurité, que ce soit par la guerre ou par le terrorisme. Donc l'idée, c'était d'adapter véritablement à des situations réelles et de faire en sorte que l'étudiant ait des analyses concrètes du droit appliquées dans des situations bien particulières. D'accord. Alors comment vous faites pour transmettre tout ça à vos étudiants ? Comment vous avez organisé ces 2 années de formation ? Alors, qui sont les intervenants, par exemple ? Voilà. On part déjà sur le plan conceptuel, on part du principe que les étudiants dans leur année de Master 1, ils doivent venir avec un bagage de droit international et de droit international des droits de l'homme systémique qui est assez important. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, une fois qu'on a les bases, on approfondit sur ces secteurs. Donc, puisqu'on a une connaissance générale, on va sur de la connaissance spéciale. Après, il est évident qu'on ne pouvait pas faire ça qu'entre nous, entre guillemets, enseignants-chercheurs. Il fallait faire appel à des spécialistes de la matière. Donc, on a fait appel à des spécialistes au niveau mondial. Donc, on fait vraiment appel à des gens qui viennent un peu de partout, d'Europe ou même des États-Unis ou même d'ailleurs. Des experts dans ces domaines. Donc, une logique de visiting professor qui est vraiment particulièrement cultivée dans le cadre de ce Master 2. Et aussi à des experts praticiens. Donc, par exemple, tout le second semestre est décliné dans des jeux. Donc ce qu'on a appelé le droit en action ou un enseignement clinique avec des personnes qui nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou même des juridictions nationales ou du monde des droits de l'homme national, que ce soit associatif, que ce soit ministériel. Donc ils les mettent en situation, si je puis dire, ces étudiants. Tout à fait. À travers des cas concrets qu'eux vivent au quotidien. L'idée, c'est de nourrir l'étudiant qui a déjà un matériau juridique suffisant par du cas concret et le mettre dans la posture qui sera la sienne demain en tant que futur professionnel. Et c'est vrai que c'est une méthode qui fonctionne très très bien parce que ça permet aux étudiants d'avoir à la fois la connaissance mais aussi de voir comment on applique cette connaissance à des cas particuliers et comment il faut interpréter la norme. En fait, tout l'enjeu quand on fait du droit, et surtout dans le cadre du droit international, c'est encore plus important, je pense, que dans d'autres domaines, c'est de voir comment est-ce qu'on peut interpréter une norme de manière à servir une cause. Et ça, on essaye de le faire tout au long de l'année. Alors, si ces professeurs viennent de l'étranger, ou ces intervenants, ça veut dire qu'ils ne parlent pas forcément tous français. Les enseignements sont donc proposés en langues étrangères ? Alors, le bilinguisme est la base même du fonctionnement de ce master. Donc, on s'est dit... Bilingue ou bon niveau d'anglais ? Alors, c'est plutôt bilingue. Alors, on ne va pas faire d'exclusion. Donc, vous sélectionnez à l'entrée vos étudiants aussi sur ce critère-là. On sélectionne à l'entrée et on travaille avec eux pour justement monter en puissance en termes de compétences linguistiques pour qu'ils puissent suivre facilement un cours qui est prodigué par quelqu'un qui ne parle pas un mot de français, par exemple, et pour qu'ils puissent aussi restituer oralement
ou à l'écrit un certain nombre de connaissances. Donc ça nécessite quand même à minima une connaissance entre le B2 et le C1. La plupart de nos étudiants sont entre le C1 et le C2. Ils ont ce niveau-là. Voilà. Okay. Alors après, il y a une autre spécificité, c'est que le Master 2 notamment, il a deux options. On peut le vivre de deux manières différentes. Soit en France, soit à l'étranger. Oui, effectivement, ça fait partie un peu des choses dont on est particulièrement fier. C'est qu'il y a la possibilité soit de suivre la formation complète en France avec ce côté multilingue et multiculturel qu'on apporte grâce aux visiting professors et aux praticiens, mais il y a aussi la possibilité de faire le premier semestre un peu plus théorique ici et le deuxième semestre en partenariat auprès d'un de nos partenaires américains, la Mississippi College of Law, qui est une université... Donc on part là-bas. On part là-bas, on part 6 mois aux États-Unis et on part dans une logique de codiplomation. À savoir, on a travaillé avec un partenariat, une convention de partenariat, la reconnaissance mutuelle d'un certain nombre de crédits. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils ne sont pas reconnus que pour nous, que pour donner des équivalences quand ils reviennent en France, mais ils sont reconnus aussi aux États-Unis de manière à pouvoir délivrer, s'ils restent jusqu'au bout du programme aux États-Unis, un double LLM. Un LLM, un Master 2 de droit international européen chez nous, et un LLM in International Comparative Law aux États-Unis, ce qui est une force extraordinaire pour eux, puisque ça leur ouvre les portes du barreau américain pour ceux qui souhaitent rester 2-3 mois supplémentaires. Faire une prépa comme il en existe en France, et puis après partir en tout cas, passer des examens. C'est pas vraiment une prépa, mais ce sont des matières qui ouvrent les portes du barreau. Donc on leur donne quelques compétences, connaissances qu'ils n'ont pas, s'ils décident de rester jusqu'au mois d'octobre-novembre, par exemple, de manière à pouvoir aller passer le barreau de New York ou de Californie, qui sont deux barreaux particulièrement ouverts à l'international. Ok. Le stage est obligatoire, j'imagine, en Master 2. Master 1, il doit être conseillé, mais en Master 2, ils vont vers quel type d'organisation ou d'institution ou d'entreprise, s'ils vont vers l'entreprise? Plutôt organisation, institution, j'imagine. Alors, le stage est effectivement obligatoire, de 3 à 6 mois, et ce qu'on retrouve comme principaux axes, en tout cas principal débouché au niveau du stage, et pourquoi pas de la vie professionnelle derrière, c'est le monde des organisations internationales. Alors, c'est très sélectif, donc tout le monde ne peut pas malheureusement, les plus grandes organisations. Les plus grandes organisations. On a placé des personnes au Conseil de l'Europe, aux Nations Unies, dans le cadre de l'Union européenne. Donc ça, c'est une option. Une deuxième option qui est de plus en plus demandée, surtout à raison de l'actualité, par exemple les phénomènes de migration, c'est le monde des ONG, des grandes organisations non gouvernementales, que ce soit au niveau national ou international, Amnesty International, Human Rights Watch, Avocats sans frontières. Voilà. L'idée, c'est de travailler sur le terrain avec, par exemple, des demandeurs d'asile, avec des migrants, sur la situation des droits de l'homme. On avait, par exemple, il y a 2-3 années, des filles aussi qui avaient travaillé avec des associations qui se spécialisaient sur les questions liées aux prisonniers et le traitement des prisonniers. Donc ça, c'est un autre domaine. Et depuis 2-3 ans, se développe quand même de plus en plus, y compris dans cette formation-là, le stage en entreprise, surtout sur tout ce qui concerne la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et qui correspond à l'axe développement, droits de l'homme et développement, dont on a parlé tout à l'heure. Le monde de l'entreprise privée, il est aussi en recherche de ce type de profil. De plus en plus. Là, il n'y a pas très longtemps, on recevait encore chez nous des représentants du réseau Alliance, par exemple, et ils nous disaient qu'une grande partie du développement des entreprises, des grandes entreprises françaises aujourd'hui, est axée sur ces questions justement liées aux droits de l'homme appliqués à l'entreprise qui a des filiales à l'étranger. Les fournisseurs, des choses comme ça. Voilà. Et tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale, en réalité, a toujours un impact en matière de droits de l'homme. Et ça, c'est un axe qu'on a décidé de privilégier considérablement aussi dans la formation. Très bien. Merci beaucoup, Yanis Panoussis. Merci également à vous et à très bientôt sur les ondes de Information. Bonne journée.